Bonjour à toutes et tous, nous allons pouvoir commencer. Nous avons l'honneur d'accueillir Éric Landau et Jérôme Bougelot. Donc Éric Landau qui est l'avocat fondateur du cabinet Landau et Associés et qu'on ne voit pas à la caméra, donc je vais vous montrer. Et Jérôme Bougelot, président Calia Conseil. Bonjour. Que je vous ai dit, voilà, je vais faire. Bien, écoutez. Le micro, il est là. D'accord. Oui, bonjour à tous. Bon, alors, on a tous à traiter un sujet un petit peu lourd, c'est le projet de loi Elan. Et ce projet de loi Elan est un gros mastodonte qu'il va nous falloir apprendre à gérer. Et le tout dans le cadre de votre réseau préféré, le plus beau, Idéal Connaissance, dont voici quelques chiffres pour que vous n'auriez pas déjà vu 25 fois cette même diapo. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble de la loi Elan, c'est bien l'aspect évolution du monde du logement social et notamment les regroupements et les fusions, absorptions ou autres formes de mutualisation qui vont être imposées de par la loi normalement en vertu de cette loi. Pour ça, il y a toujours trois volets. Il y a un volet juridique dans lequel on intègre, au-delà du droit pur, la présentation des scénarios possibles. Or, les scénarios possibles sont eux-mêmes, en réalité, en train d'être recomposés par la loi. Il y a un aspect tout à fait majeur, qui sont les perspectives financières, surtout au moment où tout le monde du logement social, même les EPHLM, vont passer à la compta privée. Mais, ceci dit, et puis, bon, comment dire, tout le monde regarde le grand opérateur du logement social voisin en se disant qu'il est évidemment parfait, mais enfin peut-être certains biens sont-ils mieux entretenus que d'autres, etc. Donc il y a une double compétence et connaissance à avoir de compta privé et de compta public, notamment au regard des garanties d'emprunt par exemple, qui sont à prendre en compte. Pour cela, du coup, il y a besoin de juristes et de financiers, mais aussi parfois d'autres techniques, ça dépend. Pour le juriste, nous, on est amené à travailler sur un certain nombre de missions de ce type, et abordons tout de suite justement ce qui nous intéresse. Alors, d'abord, le projet de loi Elan, c'est un gros bestiau qui avance lentement, mais qui avance. Et cette chose nous conduit à un nombre de textes d'amendements énorme. Alors, le 4 avril, le projet de loi est déposé, adopté, déposé le 5, l'urgence est déclarée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une lecture à l'Assemblée et une lecture au Sénat, puis commission mixte paritaire. Et il y a eu, quand on ajoute les amendements sur 4 commissions plus en séance plénière, 5829 amendements à l'Assemblée nationale. Alors si vous n'êtes pas habitué, sachez que ça fait beaucoup. Et avec un vote final en première lecture le 13 juin 2018. Le travail est en cours de commission au Sénat. Sur ce thème comme sur d'autres, je ne m'attarderai pas trop sur les amendements sénatoriaux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un domaine où le texte final nous intéressera tous, et où aujourd'hui le gouvernement ne lâche pas grand-chose. Même certains amendements passés en Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement, il serait question de revenir en arrière. Donc moi, je vais vous présenter ce qui sont les intentions initiales du gouvernement, quelques domaines où cela évolue, mais retenons bien que tout ce que nous sommes en train d'invoquer va continuer d'évoluer à la marge, grand 1. Grand 2, que quand la presse se fera l'écho de tous les amendements sénatoriaux dans les semaines à venir, eh bien, il faudra les regarder avec précaution, car un grand nombre d'entre eux seront redétricotés par l'Assemblée nationale. Comme pour la loi Ferrand. Comme pour la loi Ferrand, par exemple d'actualité totalement net, puisqu'on est revenu totalement au texte initial après un échec de la commission mixte paritaire. Et même sur la loi Fesneau-Ferrand sur la GEMAPI, de toute manière, ils sont arrivés à un accord en CMP, mais enfin le Sénat n'avait pas obtenu grand-chose quand même. Alors, en 15 pages, je vais commencer par vous présenter ce qu'il y a dans ce texte. Et il y a des domaines où je vais aller très vite, juste pour que, pour le plaisir du replay, vous puissiez utiliser votre bouton pause
et lire plus longuement ce qui ici va vous être présenté rapidement. Donc si ça passe vite, pas de problème, c'est fait exprès pour qu'en replay vous gardiez le texte intégral avec cette fois-ci plus de détails que ce que j'aurai le temps de dire à l'oral. Pourquoi vais-je vous présenter certains éléments généraux sur ce projet alors même que nous traitons du logement social? C'est parce que les autres aspects portent sur les fonciers, les immeubles et les constructions, les contrats possibles et surtout les opérations d'aménagement. Autant de domaines en réalité pour lesquels les acteurs du logement social sont également à la manœuvre. D'abord, on a une idée générale d'assouplissement, de facilitation, d'accélération. En matière d'aménagement, ce sont les projets partenariaux d'aménagement et les grandes opérations d'urbanisme qui permettent pour un certain nombre de structures, y compris les établissements publics territoriaux de la métropole de Grand Paris, de faire un certain nombre d'actions avec des ZAD automatiques et la possibilité du coup que leurs grandes opérations s'imposent aux documents d'urbanisme et entraînent automatiquement un certain nombre de partenariats, voire même que dans ce cadre-là, les conventions de ZAC puissent porter des aménagements pour différents opérateurs publics, autres que simplement le délégant, ce qui n'est pas un détail. D'une manière générale, d'ailleurs, les opérations d'aménagement auraient vocation à être plus souples, y compris par des assouplissements de la loi MOP et de plus grandes facilités de transfert du foncier de l'État, de cession avec des cotes si on a une mixité d'usage, ou de cession de foncier public s'il s'agit de social, mais aussi éventuellement d'action sociale à la propriété. Mais attention, il faut que derrière on ait au moins une part en bail réel solidaire. On aurait donc toute une série d'autres outils visant à permettre de transformer des bureaux vacants en logements au besoin avec des bonus de constructibilité, des extensions de procédures de réquisition pour des locaux vacants. Un des sujets qui est très débattu mais qui ne nous concerne que très peu aujourd'hui, c'est que on aurait l'obligation de faire que 10% de logements accessibles, les autres ayant vocation à pouvoir le devenir facilement. L'idée étant de pouvoir construire plus vite, plus facilement, mais évidemment, le monde du handicap est un tout petit peu en émotion, c'est le moins qu'on puisse dire, et toute une série d'autres réformes que j'évoque ici rapidement. Assouplissement des règles d'urbanisme, des moindres individualisations des frais de chauffage si ça devient trop cher, assouplissement des règles de consultation de la BF dans un certain nombre de domaines, notamment s'il s'agit de faire de la résorption de l'habitat indigne, et autres assouplissements en matière de VFA, de garantie d'achèvement, etc. Ces éléments que je viens de passer très rapidement sont des bouleversements importants du monde du logement et de la construction qui vont avoir un impact aussi, un des buts étant de pouvoir faire beaucoup de logements sociaux ou mixtes ou autres. Mais pas uniquement. Pas uniquement. À côté de ça, l'idée est de faire des gros opérateurs et de pousser au big is beautiful. Alors le gouvernement s'est fendu de tout un argumentaire pour dire que, je cite, l'objectif est d'atteindre le bon équilibre entre la proximité qui permet une réactivité de la gestion et la mutualisation qui permet l'efficacité des achats et celle d'information, etc. C'est beau comme l'antique. Si on veut être plus opérationnel, c'est du big is beautiful. On veut des structures de logements sociaux plus importantes, combinées également avec une réforme des attributions de logements sociaux. Cela fait des années que les gros opérateurs de logements sociaux disent qu'ils font des attributions plus neutres, qu'ils gèrent mieux la mixité, qu'ils entretiennent mieux leurs bâtiments. Et ça fait des années que les petits opérateurs de logements sociaux signalent qu'en général, leurs coûts de gestion ou d'entretien sont plus faibles, ce à quoi d'autres gros opérateurs disent qu'en réalité, cela vient de différences de qualité d'entretien. C'est très discutable et la réalité, c'est que les généralisations de ce type sont excessives ou à tout le moins à fortement relativiser. Mais le gouvernement, lui, a choisi son camp, c'est 15 000 minimum, nous allons le voir. Le tout dans un cadre de droit social simplifié, nous dit-on. Je ne suis pas certain que ce soit une simplification uniquement.
une valorisation différente du patrimoine des bailleurs sociaux, notamment le décompte, et puis le décompte des logements sociaux se fera dans des conditions différentes qui permettront d'estimer qu'on a du logement social là où aujourd'hui on échappe, notamment après revente, à cette catégorisation, et une réforme de la politique des loyers, combinée au fait que le monde du logement social signale qu'il a une vraie crise de son équilibre financier de ce point de vue-là, mais la société Calais sera bien plus compétente que moi pour en parler tout à l'heure. Alors, on a une réforme de toute manière de la tarification et de la succession de logement social pour lequel une échéance de 3 ans a été fixée à partir de la loi de finances du 30 décembre 2017, justement sur ces questions de loyer. Ça, ce sont des choses que le monde du logement social connaît fort bien. Et venons-en maintenant au cœur du dispositif qui nous intéresse. 1. L'obligation de fusion de l'ensemble des OPH attachés à un même établissement public de coopération intercommunale. Hors MGP, mais pour ce qui est de la métropole du Grand Paris, ça s'appliquerait sans doute aux établissements publics territoriaux qui voient justement leurs compétences étendues sur ce point. C'est un point qui peut encore bouger dans le texte. Attention, mais comme on a eu un transfert du siège et de la gestion de la compétence des OPH au profit des communautés, y compris d'ailleurs parfois pour des OPH ex-départementaux comme en Corse, c'est un sujet qui est dans la continuation des réformes précédentes. La détermination de la taille d'autonomie d'un bailleur isolé, 15 000 logements, mais on peut le faire aussi sous la forme de groupes de bailleurs sociaux. Je vais être clair, les conditions d'appréciation de ces groupes de bailleurs sociaux et du niveau minimum de lien entre eux pour atteindre les seuils de 15 000 ne sont pas encore aujourd'hui d'une clarté absolue. Ça veut dire qu'il faut attendre encore un tout petit peu pour savoir où on va pour ceux qui voudraient essayer de rester en dessous le niveau de la toise de 15 000 via des groupes de bailleurs sociaux. Ces groupes de bailleurs sociaux, d'ailleurs, voient leur régime modifié, puisqu'il peut s'agir soit d'un groupe au sens du Code de commerce, mais aussi éventuellement d'un groupe de sociétés anonymes de coordination. Le gouvernement parle de modèle de groupe inversé. C'est pas le groupe qui contrôle la structure en dessous, la filiale, mais un peu l'inverse. Sauf que derrière, on aurait quand même l'obligation de se doter d'un plan stratégique de patrimoine, de contrat stratégique d'utilité sociale, désolé, de toute une série de mutualisations. Bref, cette solution sera-t-elle attractive ou sera-t-elle considérée par ses contraintes comme trop lourde? J'attends de voir comment apprécier ce seuil de 15 000. Surtout que ce seuil de 15 000 devrait, c'est un point que n'avait pas prévu le gouvernement mais que l'Assemblée a fait bouger, être ajusté pour les SEM plus multi-activités. Et pour les modalités, on se retrouve avec un grand nombre de possibilités. Fusionner des offices publics de HLM, on sait faire. Fusionner des sociétés, que ce soit des SHLM, des SEM de logement, c'est assez lourd juridiquement, mais connu, facile, on va le tribunal de commerce, on va au commissaire aux apports, tout ça, très bien. Comment faire entre des sociétés d'une part et des organismes de logement sociaux d'autre part? Notamment, ce sont des SEM. Le texte, dans son article 26, je prends la numérotation du projet initial, le permet expressément selon un régime spécifique. Il permet aussi la circulation des capitaux entre les organismes de logement social, sachant qu'évidemment, si on est sur des fusions de sociétés ou des transformations ou des créations de holding, il sera utile de négocier en face à cela des éléments de capitalisation suffisante ou d'apport en compte courant associé, mais sur des contrats de longue durée suffisants, mais aussi au regard des besoins des uns et des autres, mais aussi, dans certains cas, de combiner ceci avec des pactes d'actionnaires. Donc, la possibilité, dans ce cadre-là, de mouvements financiers un peu plus souples sera un élément qui nécessitera une grande expertise dans la mise en œuvre, mais qui pourra permettre un certain nombre de choses, notamment quand on a des sommes à laisser en garantie, je pense, quand il y a le temps qu'on ait fini les exercices en cours d'une part et des audits de valorisation d'autre part.
Ceci est combiné avec des règles qui sortent du cadre de la présente webconférence, donc je les évoque très rapidement, mais qui sont complémentaires. C'est que par ailleurs, tout ce petit monde va se retrouver avec des séparations de comptes obligatoires à compter de 2021 et une comptabilité, même pour les EPH, à partir de 2021. Bonne nouvelle, tout le monde partira sur les mêmes bases comptables, y compris en termes d'amortissement, etc. Oui, mais est-ce que ça sera pour l'avenir ou est-ce que ça sera voilà, probablement pour l'avenir. Du coup, voilà, sur les questions d'amortissement, la question va se poser. Mais c'est une transition, ça fait beaucoup de transitions en même temps. Possibilité d'avoir des parts de SCI, mais sans pour autant que ça puisse valoir groupement au sens du seuil de 15 000, semble-t-il. Mais sur ce point, j'ai quelques interrogations. Le but est de garantir que le patrimoine demeure ou devienne du logement social. Est-ce que c'est juste pour avoir des sociétés qui font patrimoine, propriété, gestion, qui font la gestion et la partie purement patrimoniale est donnée à une SCI classiquement, enfin c'est assez classique, ça sera assez habituel, ou est-ce que d'autres montages sont dans l'esprit du législateur? J'avoue ne pas le savoir. Plus facile sera la création aussi de filiales, ce qui est combiné avec le fait qu'ils pourront avoir de nouvelles compétences d'audit, expertise et autres, à la condition de faire une compta à part, bien sûr. Modification des plans de vente de conventions d'utilité sociale, plus grande facilité de vente de logements par des organismes HLM avec un transfert différé de la propriété des parties communes. Et je rappelle que la durée pendant laquelle ça serait considéré comme étant du logement social serait allongée. Négociation des émoluments de notaire supérieurs à 100 000 € si c'est dans le cadre de regroupement d'organismes, et ça c'est quand même important, les frais de notaire pouvant atteindre des sommes considérables lorsqu'on passe notamment par des cessions ou même dans le cadre de fusion de sociétés. Ensuite, donc quelques règles que j'évoquais sur les ventes de logements sociaux. Une nouvelle forme d'organisme HLM est créée aussi, la société de vente d'habitation à loyer modéré. Alors, cette société, dans ces cas-là, ne sert que pour faire de l'achat de logements à des bailleurs désirant de revendre rapidement. Ça ressemble un petit peu à un office public foncier, une association publique foncier, mais en pur logement social. On a donc une loi copieuse, et je vous passe les détails, notamment des éléments qui favorisent la mobilité dans le parc social, etc. Donc je vous passe tout ceci. Si vous voulez vous munir en replay d'une loupe et regarder ceci en appuyant sur le bouton pause, vous pourrez rentrer dans tous les détails de ce qui est ici présenté. Ou regardez tout simplement sur notre blog où tout ceci est détaillé. Alors, si j'arrête, on voit quoi? Qu'on a une loi copieuse, que ça donne le tournis, qu'on assouplit la construction et l'urbanisme et qu'on facilite les règles d'urbanisme, qu'on assouplit les règles en handicap, environnement, etc. Je ne dis pas que c'est une anti-loi Allure, mais enfin on s'en rapproche. Mais qu'en face, il y a une vraie ambition en matière de logement social, mais qui passera par des structures grosses, via des voies unitaires ou par des systèmes de groupe, mais des systèmes de groupe quand même assez intégrés, et pour lesquels on a encore quelques éléments qui vont sortir de la loi. Donc, ces regroupements sont à prévoir. D'ores et déjà, plutôt que d'avoir à subir, un grand nombre d'acteurs sont déjà en train d'organiser leur rapprochement. Dans le cadre de ces rapprochements, il y a d'ailleurs beaucoup de maladresses qui sont commises. Nous passons notre temps à recevoir des coups de fil de gens qui m'expliquent que leur structure de logement social se voit proposer très 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 fortement tel ou tel mariage, et de ce point de vue-là, il y a des erreurs à ne pas commettre. Les structures du logement social sont plus ou moins autonomes des collectivités qui en sont à l'origine, auxquelles elles sont rattachées dans le cas des EPH, ou donc qui sont actionnaires dans le cas des CMSH et les autres. Et il arrive souvent que des négociations entre structures HLM, entre structures de logement plus largement, soient faites entre élus ou surtout entre
cadres dirigeants, sans que les collectivités soient mises dans la boucle dans un premier temps, et c'est parfois mal vécu. Moins souvent vois-je l'inverse, mais je le vois un peu aussi, hier par exemple, de collectivités qui envisagent ce genre de groupement sans en parler à leur directeur d'office, ce qui risque de ne pas être très habile non plus. Donc, mieux vaut associer les collectivités et les structures en charge du logement, de les faire se réfléchir sur les activités à conduire, y compris dans le cadre des assouplissements prévus, notamment dans le cadre des SEM multi-activités, et regarder quels sont les scénarios possibles. Et les scénarios sont sous deux angles. Un scénario géographique, avec qui se marie-t-on? Et c'est à croiser avec des solutions techniques différentes. Et peut-être ne fera-t-on pas les mêmes mariages si on fait une structure grande ou une structure pas grande, si on fait une structure entre gens qui ont l'habitude de bosser ensemble ou pas, etc. Et avec derrière, à côté de ces scénarios géographiques et plus ou moins centralisés, y compris dans l'organisation interne, on peut envisager différents régimes juridiques, et ce choix juridique n'étant pas finalement le plus important. Mais il est évidemment quand même conséquent. Fusion d'OPH sur un régime réformé, est-ce que je fais des fusions de sociétés? Est-ce que je fais le nouveau régime de fusion OPH-société qui conduit vers une société et non pas un OPH? Est-ce que je constitue un groupe au sens du code du commerce ou le nouveau système de société anonyme de coordination ou le système même de société de vente? Est-ce que je me combine tout ceci avec une SCI? Est-ce que dans le cas des sociétés, je fais tel ou tel pacte d'actionnaires? Je vais prendre un exemple tout bête. Je peux avoir une société multi-activité pour lequel je donnerai beaucoup d'autonomie, mais dans le pacte d'actionnaires, je décide que sur tel et tel projet, par exemple, on aura des voix différentes lors des votes, ou qu'en tout cas on a un engagement à faire telle ou telle procédure de concertation avec la collectivité actionnaire lorsque nous ferons telle ou telle opération. C'est un grand classique des sociétés de gestion de services, pourquoi pas dans tel ou tel domaine du logement, lorsque notamment il s'agit de quartiers tout à fait importants pour telle ou telle collectivité actionnaire et qu'il s'agirait de faire des rénovations. Autre élément, c'est que très souvent il s'agit de travailler sur les activités et la capitalisation et le personnel, de regarder, en général tout le monde est à peu près à la même convention collective, mais vous avez beaucoup d'accords d'entreprise. Si vous faites des fusions entre OPH et sociétés, ou si vous avez des sociétés qui sont multi-activités, vous pouvez retrouver avec des vrais choix en matière de personnel. Vous vous retrouvez avec des ajustements en matière de temps de travail qui ne sont pas du détail. Et il n'est pas rare qu'il y ait des divergences importantes de spécialisation des agents. Et que dans le cadre de fusion, on se retrouve à terme, non seulement à réfléchir à un nouvel organigramme, bien sûr, harmoniser les questions de temps de travail et de droit du travail, bien sûr, mais aussi ne pas se contenter, en tout cas à moyen et long terme, en général on s'en contente à court terme, de replâtrer, d'ajuster, de combiner, d'additionner l'existant. Mais assez vite, on voit si on a des équipes qui ont vocation à être un peu spécialisées, notamment quand elles plafonnent déjà quant à leur capacité technique. Et là, il y a évidemment un conseil un peu subtil à faire et qui, comme d'habitude, donnera lieu à différentes vagues de missions pour des prestataires comme nous. Il y a toujours les missions, les premiers parties, et là on a le temps de faire de l'accouchement de consensus, on a le temps de bien travailler en profondeur, de prendre le temps d'adaptation des uns et des autres. Mais il arrive aussi qu'on découvre en même temps telle ou telle nouveauté de la loi ou telle bonne astuce. Il y a ensuite le cœur des missions qui arrivent où là, les prestataires comme nous sommes débordés. Et puis il y a les derniers qui s'y mettent trop tard. Et ceux qui s'y mettent trop tard avant les échéances, en général, certes bénéficient de toute l'expérience des autres,
mais n'ont plus le temps de faire de l'accouchement de consensus et ont plus de risques pour peu que les équipes, notamment ceux qui sont bons, aient été particulièrement débordés. Le risque, c'est que les dernières missions soient faites aussi avec un peu plus de juniors que des gens expérimentés, tout simplement parce que le carnet de commandes est déjà plein pour des boîtes comme nous, même si évidemment mettre du junior sur ce genre de mission n'est pas un défaut que nous avons, mais comment dire, certains parfois ont ce défaut. Et surtout, il y a un certain timing pour que financièrement les choses se passent bien. Est-ce qu'on fait un grand audit ou est-ce qu'on fait un petit audit par sondage? Est-ce que, par exemple, si on essaie de faire une fusion sur très peu de temps, en dépit des règles de prudence qui sont prévues notamment par le droit des sociétés, si on est sur des bases de société, pas en OPH, on a quand même tout un travail à faire. Et on ne peut pas se reposer uniquement sur, par exemple, les commissaires aux apports ou autres, parce qu'on a des gens en général qui ne connaissent pas le monde du logement social et la valorisation d'actifs immobiliers de ce type. Dès lors, il est important de prendre un temps suffisant et d'avoir quelques mesures de prudence quand on passe justement d'un exercice sur l'autre. Ces éléments financiers sont tout à fait majeurs et sur ce point, une expertise complémentaire s'impose. Quelle belle transition, c'est magnifique. Merci Eric. Donc effectivement, on a ce couple à former entre des questions juridiques qui viennent d'être présentées, des questions financières, et puis troisième volet quand même, des questions opérationnelles et même managériales, comme l'évoquait Eric. C'est-à-dire que tout ça, évidemment, c'est pas qu'une histoire d'argent et de droit, c'est aussi finalement quel est le projet que l'on construit derrière, avec éventuellement la PSP qu'on remet à jour, et puis comment est-ce qu'on gère les hommes et les femmes qui sont issus de ces regroupements. Ça, c'est des sujets d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on a connus très récemment dans le monde de l'intercommunalité, où on avait le même chiffre magique des 15 000, là c'était 15 000 habitants, et qui a servi de base au regroupement des communautés, voilà. Donc nous-mêmes, Calia Conseil, on travaille sur ces sujets-là, donc vous l'avez à l'écran sur les questions financières, avec quelques expériences intéressantes en la matière, et notamment la scission de l'Opivoix en Ile-de-France, qui doit être, je crois, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros bailleur en France. Alors, avant d'en venir aux conséquences de la loi Elan, on va faire quand même une large partie sur la situation financière des bailleurs sociaux, pour faire un tout petit pas de côté, parce que ce qui est important évidemment de retenir, c'est que ce texte, il intervient quand même dans un contexte très particulier. Les choses ont beaucoup changé. La situation financière des bailleurs a beaucoup changé dans la période récente, et en l'occurrence depuis les derniers mois, vous le savez. Et évidemment, elle s'envisage du coup pas du tout de la même façon aujourd'hui que si le même texte avait été pondu il y a, je sais pas, 2 ans, 1 an ou 2 ans par exemple, où là on avait une situation qui était totalement différente. Donc ici, je pense qu'il est intéressant de replacer les choses dans leur contexte financier, parce que ça va évidemment avoir un impact sur les réflexions et sur les façons de faire et sur les modalités qui seront poursuivies. Donc les données générales sur le parc social français, j'y reviens pas. Vous êtes des professionnels, donc vous les connaissez. Simplement, derrière, rappeler quelques ratios un peu structurels. Ça, c'est quand même intéressant de les avoir en tête pour deux raisons. D'une part, parce que ces ratios donnent l'occasion de se comparer à ceux avec lesquels on a éventuellement envie de se marier ou vers lesquels on pousse à se marier. Donc, c'est évidemment intéressant de voir si on est sur des organismes qui ont des bons ratios de gestion et qui en ont des moins bons. Évidemment, ça, il faut le déterminer avant. D'où peut-être la question des audits qu'évoquait Eric tout à l'heure. Et puis avoir aussi en tête, et c'est ce que je disais juste avant, que ces ratios, de toute façon, ils vont être amenés à changer, puisque ce qui était vrai il y a 1 an l'est plus forcément aujourd'hui, compte tenu de la réforme du financement du logement social, dont je vais reparler juste après. Donc il faut s'en méfier. Donc sur
Sur le fonds de roulement net global, par exemple, vous avez sans doute en tête ces données-là. À noter des différences entre les OPH et les SA quand même. Ça fait partie aussi des sujets quand on parle des statuts juridiques qu'on souhaite atteindre ou des différences de statut juridique des organismes qui souhaitent se regrouper. Là, structurellement, on peut avoir des différences qui s'exercent selon leur statut, donc ça c'est intéressant de l'avoir en tête. Ce genre de ratio un peu clé, alors il y en a évidemment des dizaines d'autres, mais sont quand même des bons indicateurs de la santé financière des structures. La trésorerie nette également, qui était en train de remonter sur les années passées, mais qui a subi et qui est en train de subir un coup d'arrêt assez fort en 2018. Même chose sur les ratios d'exploitation, les loyers annuels médians par logement, ça aussi c'est intéressant parce que sur une même zone géographique, on peut avoir en proximité des zones de tension qui sont pas du tout les mêmes, donc ça aussi c'est intéressant de voir avec quels organismes on est susceptible de pouvoir se rapprocher, même sur un même département, entre des milieux urbains exposés et de milieux peut-être plus rural, on peut avoir de grosses différences de ce côté-là, et forcément derrière ces ratios-là, on va retrouver des modes d'organisation et des modes de fonctionnement qui seront assez différents, qui peuvent trouver un intérêt du point de vue de la compensation des points forts et des points faibles des uns et des autres, ou qui au contraire peuvent en accentuer les risques. Donc ça peut faire partie des choses à regarder. Les coûts de maintenance par logement également. Là, on est aussi au cœur de la gestion opérationnelle que peuvent avoir les bailleurs. Donc, c'est des sujets à regarder pour voir un petit peu quelles sont les politiques suivies. Parce que là aussi, quand on envisage de se rapprocher, c'est intéressant de savoir quel est l'historique et quelle est la pratique des uns et des autres. Elle est pas la même partout. Donc on le disait à l'instant, des situations qui varient en fonction de la taille du parc et de la zone de tension. Donc la zone de tension, ça c'est une évidence. La taille du parc, c'est peut-être moins connu, mais c'est intéressant de l'avoir en tête quand même, puisque toute chose égale par ailleurs, là aussi, c'est une généralité, mais on peut quand même l'avoir en tête au moment où les petits vont se rapprocher des gros. Souvent, les petits bailleurs présentent des meilleurs ratios structurels que la moyenne. Donc sur le fonds de roulement net global, on est un peu mieux pour les bailleurs de moins de 3000 logements que pour les autres, donc ça c'est à noter. Donc ça peut permettre de solidifier, de remonter les ratios de gestion. Même chose pour la trésorerie, par exemple, c'est assez net. Évidemment pour les bailleurs en zone très détendue, mais ça vous comprenez pourquoi par rapport aux zones qui sont plus en tension. Donc d'où l'intérêt à un moment donné, et c'est peut-être un des enjeux du législateur, d'arriver à marier les contraires pour neutraliser les risques des uns par les avantages des autres. Ça peut faire partie des stratégies aussi à suivre. Et dans les réflexions que l'on peut avoir sur le regroupement avec tel ou tel, ça peut faire partie des choses à regarder, évidemment. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous le savez sans doute, puisque vous êtes, j'ai vu la liste des présents pour la plupart des acteurs de ce sujet, mais comme c'est très récent, on va quand même le rappeler, c'est la réforme des aides au logement qui a été entérinée par la loi de finances de 2018. Alors vous allez me dire, c'est pas la loi Elan, mais en fait, c'en est le préambule ou l'introduction, puisqu'en fait, le gouvernement et l'Assemblée nationale, finalement, a mis un coup de rabot sur les finances des bailleurs qui étaient globalement plutôt pas si mauvaises. Je parle globalement, bien sûr, les situations peuvent être variées, mais qui étaient globalement pas si mauvaises jusqu'à la fin de l'année dernière. Coup de rabot en première instance, et puis donc en deuxième instance, on dit finalement comme ça va devenir beaucoup plus difficile, il faut se marier, il faut se regrouper. Si vous voulez, on peut retrouver des réflexes qu'on a eu avec les communes. On a baissé la DGF et puis après on leur a dit qu'il fallait absolument s'inscrire dans des intercommunalités pour d'autres raisons. Donc ce mouvement-là, il est absolument fort puisque la situation financière des bailleurs a été amenée à complètement changer. Donc je vais le résumer assez vite. Donc l'instauration de la réduction de loyer de solidarité par la loi de finances qui est imposée aux bailleurs sociaux, donc avec un arrêté qui est sorti en début d'année, le 27 février,
et qui impose une baisse de loyer échelonnée selon le type de bénéficiaire et selon les zones, avec des valeurs qui d'ailleurs sont pour l'instant inférieures aux valeurs plafonds qui avaient été fixées par la loi, mais qui peuvent être amenées à augmenter. Donc déjà, premier effet d'une économie sur les APL et partant sur les loyers. Donc deuxième effet, le taux de cotisation à la caisse de garantie du logement social qui lui a été relevé. Donc c'est un dispositif un petit peu technique. D'ailleurs l'arrêté qui en fixe les termes vient de paraître, puisque ça date du 4 juin 2018. Finalement, tout le monde se demandait à quelle sauce on allait être mangé, mais ça entraîne en clair et en résumé une dépense supplémentaire assez forte pour un certain nombre de bailleurs. Donc ça contribue à dégrader leur situation financière. Et puis troisième effet plus simple à appréhender et plus connu, c'était le gel des loyers en 2018. Donc absence de révision pour l'année 2018. Donc tout ça évidemment, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est une chose à mon avis extrêmement importante dans le contexte de ces rapprochements, ça a un impact extrêmement lourd, extrêmement fort sur les bailleurs sociaux, vous vous en doutez. Donc la Fédération des OPH, elle a fait un certain nombre de simulations qu'on va rappeler très rapidement juste après pour en appréhender les effets, en rappelant que ces simulations, elles intègrent par ailleurs, puisqu'il n'y a quand même pas que des mauvaises nouvelles, le plan logement de la Caisse des dépôts qui dès cet été finalement accorde de nouveaux types d'aides pour financer le logement social. Il y a quand même des fonds qui sont mis sur la table, non pas pour compenser, mais enfin en tout cas pour aider au développement. Donc là aussi, à voir comment tout ça peut être intégré dans des projections financières que peuvent faire les établissements lorsqu'ils sont amenés à se regrouper. On regarde ça sous l'angle du potentiel financier, c'est-à-dire les fonds propres qui peuvent être affectés au financement des immobilisations, et puis l'autofinancement courant, c'est-à-dire les ressources que l'on tire des activités de l'exploitation. Comme le disait Eric Landau tout à l'heure, je vous invite à regarder le replay de cette formation pour pouvoir, le cas échéant, vous rapprocher des définitions. Donc scénario au fil de l'eau, avec maintien des investissements sur les 5 dernières années. Donc là, on avait un potentiel financier qui était à peu près maintenu, mais vous le voyez, un autofinancement courant qui quand même contribuait un petit peu à se dégrader quand même. Deuxième scénario, excusez-moi, je reviens en arrière pour bien vous les montrer, avec l'intégration du nouveau projet de renouvellement urbain. Donc là, une version plus dure, évidemment, de l'évolution du potentiel financier, puisqu'on se lance dans un projet de renouvellement urbain beaucoup plus important, donc qui contribue à ponctionner les dépenses des offices et à les mettre en tension. Et puis, troisième scénario, la même chose avec la réduction de loyer dont je viens parler sur la période 2018-2020, où là, vous le voyez, on dégrade encore un petit peu plus la situation, puisqu'évidemment, on a des baisses de recettes qui sont imposées par la loi. Donc on voit finalement assez nettement sur ce schéma, finalement, le résumé de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire si on avait fait cette présentation de la loi Elan il y a 2 ans, on était sur cette courbe-là, donc finalement on était dans une situation qui était sous contrôle, et en réalité on est entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc, et vous le voyez ici, je l'ai pas dit sur l'évolution de l'autofinancement. Donc à très court terme, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc c'est ça qui en change tout le contexte et qui la rend, qui la justifie d'un certain point de vue. Donc c'est aussi l'autojustification du système qui est permise par ce contexte. Voilà. Donc ça, les résultats, on les a présentés. Je pense que vous les aviez un petit peu en tête, mais c'est important de les lire pour bien comprendre
Pour bien comprendre le contexte, donc la Fédération des offices, elle parle de choc systémique, ce en quoi elle a pas complètement tort, avec, vous le voyez, des offices qui vont à 61% d'entre eux diminuer leur budget courant et à 50% d'entre eux diminuer leurs investissements. Donc, deux pauvres n'ayant jamais fait un riche, c'est aussi à l'occasion de ces rapprochements, on va y venir juste après, il faudra voir en quoi les rapprochements peuvent permettre un certain nombre d'économies d'échelle ou d'amélioration des moyens, et puis en quoi cela peut permettre de regagner un certain nombre de marges de manœuvre qu'on partage en deux, mais finalement qu'on retrouve, plutôt que de ne plus en avoir soi-même et tout seul, peut-être qu'à deux on en retrouve. Ça dépend bien évidemment de la situation de celui avec lequel on fusionne ou on se rapproche. On l'a dit tout à l'heure. Alors, sur la loi Elan, ceci étant posé, on y vient plus concrètement. Rappelez d'abord en lien avec ce que disait Éric Landau tout à l'heure, qu'on a un paysage du logement social français qui est de toute façon en grande mutation depuis déjà plusieurs années, donc c'est pas non plus quelque chose de totalement neuf, même si évidemment on passe là à une autre échelle et à une échelle impérative, mais on était déjà sur un mouvement de ce type-là, au minimum sous-jacent, avec des cessions partielles ou totales, des transferts de patrimoine, des dissolutions, on en a parlé tout à l'heure, au sujet de l'Opivoie, qui n'était pas la moindre d'entre elles, ou des fusions, puisque certains avaient déjà pris le parti de toute façon de se regrouper. Et ce qui concernait l'ensemble des catégories de bailleurs sociaux, puisque là aussi, c'est une particularité, ou en tout cas un enjeu assez français, c'est la multiplication des statuts qui fait que ça peut renforcer les complexités entre les offices, les SEM, les ESH, etc. Les logiques à l'œuvre sur ces mouvements de concentration, on les a rappelés tout à l'heure à travers l'énoncé de la loi. Donc, en théorie, la logique économique avec la recherche d'économies d'échelle, donc qui reste toutefois à démontrer. Je reviens sur l'exemple de l'intercommunalité, je m'en excuse, mais l'intercommunalité dont je suis un fervent partisan, qu'on se trompe pas, elle se traduit pas forcément par des économies d'échelle, parce que parfois, simplement, on travaille mieux, mais on en fait plus. Donc au final, on le fait pas forcément pour moins cher, on le fait mieux, mais ça finit pas nécessairement par coûter moins d'argent. Donc le concept d'économie d'échelle de leur contre-groupe, il reste à mon avis à démontrer. Encore une fois, ça dépend ce que l'on veut faire derrière. Vous le savez sans doute mieux que moi. Quelle est la nature de la maintenance et des investissements que vous voulez faire, c'est ça l'enjeu. Après, le prix pour lequel on peut le faire, évidemment, il est variable, mais l'enjeu, c'est quels sont les objectifs que l'on s'assigne. La logique territoriale, quand même, puisque ça, c'est évidemment la capacité à produire du logement en zone tendue, puisqu'on considère à peu près unanimement qu'on a aujourd'hui un décalage entre l'offre et la demande en fonction des différentes zones. Donc là, il s'agit de mieux répartir les besoins, là aussi, ce qui reste à démontrer compte tenu de l'ensemble des autres dispositions de la loi que rappelait Éric Landau tout à l'heure. Et donc, cette fameuse disposition sur laquelle nous allons nous attarder, ce qui nous concerne sur la partie financière, sur cette nécessité pour les bailleurs comptant moins de 15 000 logements de faire partie d'un groupe d'organismes de logement social d'ici 2021. Donc il y a quand même, ça a été dit tout à l'heure, plusieurs options de regroupement, soit des groupes classiques sous le chapeautage d'une maison mère, soit directement des sociétés de coordination dont on va reparler par ailleurs, où là on est plus de nature coopérative sans forcément aller jusqu'au mariage le plus indissoluble qui soit. Donc c'est cette seconde option qui est évidemment, j'allais dire, défendue par la Fédération des offices, puisque ça permet d'avoir un mode de coopération à la fois intégré, mais quand même souple, et qui préserve l'autonomie et l'identité des groupements. Donc reste à voir, évidemment,
quelles sont les options qui seront suivies, parce que derrière tout ça, dans un certain nombre de cas, Éric Landau le rappelait, on a aussi des élus. Donc c'est vrai qu'en matière de, j'y reviens encore et toujours, d'intercommunalité, tant qu'on n'a pas rendu les fusions impératives, finalement, chacun essayait de trouver des arguments pour rester, pour conserver son autonomie et son identité. Donc c'est vrai qu'en tout cas, la loi, elle donne la possibilité de le faire, à voir quels seront les chemins qui seront pris. Encore une fois, si tant est qu'on puisse démontrer que de simples coopérations puissent permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi, puisque c'est quand même ça qui compte. Et puis la recherche d'économie d'échelle dans le contexte de la réforme du financement du logement social que j'évoquais tout à l'heure, c'est de toute façon une nécessité et non pas un choix. Donc il faudra bien appréhender ces éléments-là. Donc sur ce maintien de compétences propres versus compétences mutualisées, là on aura un peu de réflexion organisationnelle à mettre en jeu, c'est-à-dire qu'entre le juridique et le financier dont on parlait tout à l'heure, bien évidemment au préambule et au préalable, il faudra se poser ce type de questions pour savoir ce qu'on souhaite faire à plusieurs et ce qu'on souhaite continuer à faire tout seul, puisqu'on va le voir, il y a plusieurs modes d'organisation qui peuvent en découler, et encore une fois, ça a un impact à la fois sur les montages juridiques et sur les montages financiers. Donc, si on prend les grandes catégories de sujets que sont la maîtrise d'ouvrage, la gestion patrimoniale, la gestion tout court des locataires, les sujets peut-être un peu plus spécialisés de gestion patrimoniale et le fonctionnement interne de l'organisme, bien évidemment, avoir un découpage finalement à façon et en pointillé, exactement à l'endroit où on le souhaite, pour définir les compétences que l'on souhaite mutualiser et celles que l'on souhaite conserver. Ça dépend évidemment des enjeux territoriaux, des savoir-faire que l'on a, des savoir-faire du voisin, de l'implantation des organismes, etc. Donc, forcément, pour revenir aussi sur les sujets d'urgence et de rapidité qui ont été évoqués tout à l'heure par Éric Landau, il faut évidemment aussi se poser ces bonnes questions au préalable pour savoir d'abord avec qui se regrouper le cas échéant, et puis comment le faire, et en tout cas sur quel sujet le faire. Donc ça nécessite de toute façon un petit travail de connaissance et sans doute d'audit au sens large au préalable. Sur des exemples d'organisation et très vite, donc là vous l'avez compris, sur ces sujets de société de coordination, on peut aller du plus simple au plus intégré, soit une société de coordination qui joue par exemple un simple rôle d'animation et de capitalisation des expériences. Donc finalement, on a des équipes ressources qui permettent à un certain nombre d'organismes, la question du nombre d'ailleurs est importante parce que non seulement il y a la question de leur taille, mais il y a la question de leur nombre aussi sont maintenus. Donc une société de coordination qui finalement se contente, si je puis dire, entre guillemets, de capitaliser sur des sujets communs. Au-delà, on peut avoir une société qui fournit de l'expertise et assure la mutualisation d'activités nouvelles. Donc on voit que là, chacun reste chez soi, mais finalement, on a de la stratégie financière, on a du contrôle de gestion, on a de la stratégie patrimoniale qui est gérée en commun. Donc finalement, on commence un petit peu à avancer par rapport aux objectifs de la loi. Et puis, troisième enjeu, là, on mutualise des sujets, c'est-à-dire que finalement, vous le voyez, on commence à supprimer des cases dans les organismes préexistants, puisque, par exemple, la maîtrise d'ouvrage, ça devient un sujet commun, par exemple. Il peut y en avoir d'autres, mais voilà, c'en est un. On pourrait imaginer de garder une maîtrise d'ouvrage autonome, mais de mettre en commun des sujets de gestion locative, par exemple. Et on va voir juste après ce que permet la loi en termes de péréquation, en termes de solidarité. Donc là aussi, il faut appréhender les points forts et les points faibles de chacun, ce qu'on a envie de faire ensemble, et puis aussi voir les conséquences financières que cela peut emporter, parce que bien évidemment, plus on met de sujets en commun,
mieux on va travailler, mais évidemment, sans doute dans un certain point de vue, plus grands sont les risques qu'on va supporter ensemble. Donc c'est tout ça qu'on vient de voir et qui constitue quand même une vraie nouveauté de la part d'établissements qui, pour l'essentiel, avaient quand même l'habitude ancienne, très ancienne, de fonctionner de façon complètement isolée. Donc là, on est quand même sur un vrai, je trouve un vrai changement. Donc sur le plan financier, ces fameuses sociétés de coordination, dont il a été question, donc elles sont censées pouvoir permettre de dégager de nouvelles opportunités financières grâce à la circulation de moyens financiers entre ses membres, de façon horizontale, entre la société et les membres, ou les membres vers la société. Donc on voit qu'on a potentiellement au moins 3 types de circuits. Cette circulation des capitaux, elle est une condition de réussite des groupements. Là, on veut bien le croire, parce que pour que la péréquation fonctionne, à un moment donné, il faut qu'il y ait sans doute de l'argent qui circule, parce que si chacun conserve ses moyens de façon isolée et autonome, on peut imaginer que la nouvelle organisation ne change pas grand-chose, et du coup, on est plutôt dans le premier scénario que j'ai montré, l'organisation que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire qu'on a un petit rôle d'expertise transversale, mais qui va pas tellement plus loin. Donc, en tout cas, tout ça reste assez théorique à l'heure où je vous parle, mais il y a quand même des outils qui sont prévus par la loi. Donc une simplification des règles de prêt et d'avance, donc entre les uns et les autres, donc avec une forme de souplesse, puisque les délais d'accord ou de désaccord plutôt du ministre de Logement et de l'Économie sont réduits, donc ça veut dire qu'on a une capacité à fonctionner plus vite, et puis c'est ouvert à plus de gens, puisqu'auparavant seuls les SA et les HLM coopératifs en bénéficiaient. Donc on élargit le nombre d'organismes pouvant prêter ou emprunter, et puis on peut conclure des conventions visant à accroître la capacité d'investissement. Donc là aussi, on peut imaginer qu'il y aura un certain nombre de textes qui expliqueront ce que tout ça veut dire dans le détail, mais voilà, on commence à mettre en place des outils pour faire circuler l'argent, mais comme je le disais en préambule, d'abord on a le contexte de la réforme du financement du logement social, et puis deuxièmement, l'addition de 2 pauvres ne faisant pas un riche, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un fonds de roulement à faire circuler, parce que si on n'a pas de fonds de roulement, de toute façon, on a beau à mettre en commun, on a beau se rapprocher, a priori, ça ne change pas tellement les conditions de départ. Donc la contribution initiale des membres de la société de coordination, c'est un apport initial, ça a été rapidement expliqué tout à l'heure. Donc en capital ou sous forme de droit de créance, donc on est sur des créations, des typologies de création finalement assez classiques, je dirais, d'un certain point de vue. Et puis derrière, on peut avoir des prêts, des opérations de trésorerie. Alors le cash pooling, ça c'est pas inintéressant parce que ça permet tout en gardant son autonomie, de mettre en place des outils communs de gestion de trésorerie. Donc ça peut être vraiment intéressant. Évidemment, si tant est qu'on puisse démontrer que les cycles de trésorerie des uns et des autres ne sont pas identiques. Or, l'expérience a plutôt tendance à prouver que dans deux offices HLM proches, en tout cas aux caractéristiques proches, ont des cycles de trésorerie qui eux-mêmes sont proches. Donc finalement, le fait d'additionner les 2 trésoreries n'apporte pas forcément de capacité supplémentaire, mais encore une fois, là, je vous donne un cas de figure. Il peut y avoir d'autres cas de figure où, au contraire, tel ou tel organisme, compte tenu de ses spécificités, peut au contraire avoir un effet contracyclique. Et là, pour le coup, ça devient extrêmement positif de regrouper les 2 trésoreries, parce que ça apporte du cash supplémentaire à tout le monde. Voilà. Bon, des avances en compte courant, et puis pourquoi pas des financements externes. Donc voilà, une capacité aussi à se positionner également, et peut-être pour les organismes de petite taille, comme un acteur plus fort, et peut-être avec une capacité de discussion supplémentaire. Donc on parlait de la circulation des flux de capitaux. Évidemment, et c'était l'objet des scénarios sur l'organisation qu'on voyait tout à l'heure, on a la mutualisation des moyens. Donc ça c'est central, puisque l'enjeu
pour retrouver des marges de manœuvre, c'est de réduire les coûts de gestion et de réaliser des économies d'échelle. Donc on est sur des choses assez classiques en matière de regroupement, hein, de n'importe quelle structure d'ailleurs, quelle qu'elle soit, fonction support, politique d'achat, gestion RH éventuellement. Donc là on est sur des grands classiques, mais par lesquels il faut sans doute passer. Le contrôle de gestion, donc on en revient au fameux ratio qu'on voyait au début de la présentation. Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres, par rapport à la moyenne, et sur quoi on peut progresser. Donc ça, sans en faire un alpha et un oméga, puisque ça dépend évidemment ce que l'on met derrière. Ce que l'on met derrière ces ratios, c'est quand même des outils de pilotage forcément intéressants. Et dès lors qu'on peut commencer à agréger des comptes à plusieurs, on peut avoir des outils de suivi, qui peuvent être instructifs. Là où ça devient compliqué, je le disais tout à l'heure, c'est la question de la solidarité financière, c'est-à-dire le partage du risque, ou le partage éventuel du risque, puisque dès lors que l'on met des ressources en commun, on peut mettre aussi en commun des risques afférents à la gestion de ces ressources. Et là, on entaille le principe de l'autonomie des organismes les uns par rapport aux autres. Donc c'est bien évidemment le revers de la médaille, mais qui est incontournable de fait, puisque dès lors que l'on met en commun des ressources, on met aussi en commun des risques. Et c'est bien cela qu'il s'agira d'encadrer, juridiquement notamment, lors de la constitution de ces organismes, pour que les choses soient parfaitement claires pour les membres en cours. Donc prendre puisque la société de coordination, elle peut prendre des mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe et de ses membres. Notamment, elle peut interdire ou limiter la distribution de résultats ou la réalisation d'un investissement. Donc, elle a une vraie capacité d'action et de décision, et dès lors que la situation soit amenée à se dégrader. Et après consultation des dirigeants, elle peut aussi, ce qui est encore plus fort, décider de la cession totale ou partielle de patrimoine, ou même sa fusion avec un autre organisme du groupe. Donc là, on voit que ça va assez loin. Encore une fois, c'est sans doute un petit peu la contrepartie. Donc tout ça, c'est modulo ce que va devenir cette loi. Donc Eric a expliqué tout à l'heure ce qu'il en pensait. Hein. Bon, la discussion n'est pas finie, mais enfin, on voit quand même un petit peu le sens que cela prend. Et donc, voilà, horizontalité, verticalité, tout ça n'est pas encore tranché, mais on voit déjà en germe de la loi ce qui s'y passe. J'en suis près du terme de deux ou trois éléments pour finir. Un exemple précurseur de coordination entre bailleurs, pour ceux qui veulent appréhender un peu concrètement ce à quoi ça ressemble, c'est le réseau Canopé, par exemple, qui est un GIE et qui a été constitué d'un certain nombre de bailleurs de l'Est de la région parisienne pour mutualiser des moyens et des compétences, donc qui a travaillé et qui travaille déjà, vous voyez, dans le sens finalement de ce que je souhaite imposer la loi. Donc ça peut être un exemple concret assez intéressant à suivre. Et puis bien évidemment, au-delà de ces sociétés de coordination, après on a carrément les fusions ou les scissions, à contrario. Eric on a déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc ça on est sur des choses finalement d'un certain point de vue plus classiques. Il y a la question des SEM, donc plus d'exclusivité de l'activité de logement social pour être en capacité de transmettre ou de recevoir du patrimoine d'une ESH ou d'une autre SEM, donc ça, changement important. Et puis un certain nombre d'autres règles sur les OPH réalisant des fusions et des scissions, mais je vais peut-être pas le détailler ici. Voilà. Dernier point sur ces fusions et ces rapprochements. Rappeler qu'on parlait tout à l'heure des nécessités en préambule, des nécessités d'audit financier, par exemple. C'est vrai qu'on voit qu'on a des règles comptables diverses et qui s'appliquent aujourd'hui dans les organismes. Donc, dès lors qu'on souhaite les regrouper, on a un vrai sujet
mise au clair de ces décomptes et en particulier d'harmonisation des méthodes comptables, comme par exemple les durées d'amortissement des immobilisations. Ça c'est un sujet extrêmement fort. Et puis, dans le contexte de la modification du financement du logement, c'est nécessité d'analyse financière rétrospective et prospective pour savoir où est-ce qu'on va. Puisqu'aujourd'hui, mettre simplement et coller deux situations statiques d'organismes dans le contexte que j'ai expliqué tout à l'heure, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut évidemment s'en défaire. Et j'en ai fini. Voilà. Alors, merci déjà. Et on a plusieurs questions. Alors, je vais peut-être commencer par les miennes parce que avant que les collectivités bougent, pour nous redonner des questions. Là, on a vu beaucoup sur l'aspect fusion des bailleurs et comment un bailleur doit avoir toute la partie financière pour fusionner. Si je me mets à la place des collectivités, est-ce que sur mon territoire, je vais devoir, est-ce que c'est intéressant que je prenne l'initiative en fait de mettre les gens autour de la table et de voir quelle fusion les bailleurs de mon territoire pourraient réaliser? Alors, d'abord, il y a plusieurs situations. Il y a des gens qui n'ont pas que la préoccupation du logement social en tête. Jérôme a fini en rappelant d'ailleurs que les SEM multi-activités allaient avoir un peu moins un mur, un Chinese wall entre leur activité de logement social et le reste. Il y a un certain nombre de SEM qui cherchent aujourd'hui à se restructurer, à augmenter l'euro de bilan et donc à récupérer des actifs. Soit parce qu'on est proche de certains seuils d'alerte, auquel cas on a intérêt à augmenter son bilan, etc., mais on n'a pas intérêt à ce que ça se voit trop et affoler les partenaires. Mais parfois, la problématique est très différente. Parfois, c'est le cas, par exemple, des SEM qui font du logement et de l'aménagement et du logement social. La compétence aménagement est parfois passée, notamment dans le cas des métropoles, à la métropole, notamment la MGP, où c'est passé dans les stations publiques territoriaux. Et dans ces cas-là, on a un certain nombre d'acteurs qui, depuis 2 ans, renforcent les activités hors aménagement de leur SEM, notamment logement, pour, pas seulement social, pour pouvoir justifier que les communes restent majoritaires. Deuxième élément, est-ce que la collectivité a intérêt à faire la première, à proposer? Quand je suis le petit et que j'ai peur de me faire bouffer par les gros, j'ai plutôt intérêt à proposer effectivement des solutions souples de coordination comme celles qui viennent d'être exposées, pour dire mais non, je fais une fédération en fait en clair de bailleurs sociaux pour proposer un modèle souple plutôt que de me faire bouffer une bonne fois pour toutes. Si je suis le gros, si je bouge le premier, je vais donner l'impression de bouffer tout le monde et je vais réveiller des peurs. On a connu ça en interco, on a connu ça dans bien des domaines. Donc si par contre je suis le gros et que je suis en bonne santé, je peux être le premier qui bouge. Mais dans ce cas-là, j'ai intérêt à proposer un comité de pilotage gentil, à faire savoir que je vais bien, parce qu'évidemment, si je suis le premier qui bouge, on va se demander si je suis pas en train de cacher des choses, etc., etc. Donc voilà. Il y a aussi un grand nombre de structures qui, pour des tas de raisons, y compris, je vous dis, de non-transfert de compétences ou autres, ont fait des transferts par cession d'actifs. Il y a eu même dans le 93 un problème où le préfet les avait bloqués, etc. Donc il y a énormément de montages qui répondent à d'autres objectifs que purement de logement. Mon réflexe est plutôt de penser que les élus ont intérêt à porter ensemble très vite des groupes des comités de pilotage pour, avoir le temps de la réflexion, et 2, avoir le temps que ça ne semble pas précipité. Puisque aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, quand les projets émanent des sociétés HLM, j'ai nos clients qui nous téléphonent en disant ils sont en train de me faire un bébé dans le dos. Et quand c'est les sociétés HLM, office de HLM ou autres, donc c'est les élus qui s'inquiètent, et réciproquement.
Voilà. Et en plus, souvenons-nous bien qu'on a quand même beaucoup de systèmes qui peuvent être très souples. On a beaucoup passé de temps sur la cité de coordination, mais parce que c'est un outil souple et qui va convenir à beaucoup de grands acteurs, mais qui va nécessiter par contre tout un savoir-faire d'identification de ce qu'on mutualise. Ça va ressembler un peu au schéma de mutualisation en communauté, si vous voulez. Sur les solutions plus classiques, on va glisser vers des fusions. Et là, on va réouvrir la guéguerre sur le bon régime juridique, office, société, etc., etc., pour lesquels la loi nous quand même glisse plutôt vers un peu quand même des systèmes de société, puisque même en fusion office-société, on va vers une société. Et là, c'est une guerre également de religion qu'il est utile de ne pas réouvrir, et donc ça nécessite là aussi de bien piloter. Donc, qui est le premier qui dégaine? Ça peut être le petit pour proposer une coordination, ça peut être des gens qui ont d'autres paramètres en tête, notamment pour dans le cas de ces multi-activités, mais ça devient de plus en plus dur que ces compétences ne soient pas purement intercommunalisées. Ça peut être aussi, dans certains cas, des gens qui veulent absolument tout faire d'ici à 2019, etc., pour des raisons de préparation de succession, etc., etc. Il y a des tas de paramètres. N'oublions pas que la liberté de recrutement dans les sociétés peut, en fin de mandat, être un paramètre nauséabond dans un certain nombre de dossiers. Mais, en tout état de cause, du tact. Complément. Oui, j'ajouterais juste que c'est vrai que les acteurs qui sont en capacité de faire un pas de côté sur ces sujets, je pensais peut-être au département, par exemple, je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs des départements qui nous écoutent, ça peut être le bon cas de figure pour finalement arriver à faire la mise à plat d'une situation, faire que les gens se parlent, puis essayer de réfléchir collectivement à ces sujets qui sont de toute façon sur la table, sans que effectivement ça passe pour la manœuvre de tel ou tel. Ça peut être aussi peut-être le cas de certaines grosses communautés d'agglomération qui ont les sujets de toute façon sur leur territoire et puis qui sont de toute façon les premières intéressées par le fait d'avoir un logement social qui fonctionne bien et qui construise en zone tendue. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça l'enjeu. Donc en tout cas, trouver des bonnes façons de faire. Et effectivement, pour finir, plutôt que ces rapprochements se fassent entre guillemets à la petite semaine entre des acteurs qui se connaissent ou qui essayent un peu de fonctionner ensemble comme ça de façon un peu automatique, pas forcément une mauvaise raison en soi, mais en tout cas essayons d'élargir le spectre et puis de voir finalement qui est touché, qui est susceptible de se rapprocher, qui a les mêmes enjeux, qui a les mêmes ratios. J'insistais tout à l'heure sur certaines données un petit peu contracycliques. Encore une fois, c'est sans doute intéressant de se rapprocher d'acteurs qui ont des considérations peut-être pas complètement identiques aux nôtres, parce que justement, c'est cette union que peut naître quelque chose d'un peu nouveau, une force nouvelle, alors qu'en se rapprochant d'un acteur qui a exactement les mêmes caractéristiques, on va peut-être forcément, en tout cas sur la partie financière qui me concerne, faire avancer nécessairement les choses. Mais encore une fois, les situations doivent être étudiées. Alors on a une question, c'est dans quelle mesure les collectivités peuvent-elles avoir une réelle influence face aux grands groupes comme Action Logement et CDC Habitat? À toi la place, je vois pas pourquoi tu me regardes. D'abord, il me paraît évident qu'il y a un certain nombre de ces grands groupes qui vont se placer, comme ils commencent déjà à le faire, comme partenaires, investisseurs potentiels, actionnaires potentiels. Donc, ce ne sont pas forcément des concurrents. Deuxièmement, pour ce qui est de la caisse, il faut envisager aussi la banque de financement public qu'ils sont en train de lancer, qui certes pour partie est une réorganisation interne et du reroutage de financement qui était déjà prévu. Bon. Et certes, nous savons tous qu'il ne faut pas reconstituer les défauts de feu Dexia, mais on a quand même un nouvel outil de financement qui va viser aussi à financer des opérations, pas forcément de logement social, mais de construction et d'aménagement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose,
Ce qui est aujourd'hui dans le collimateur, c'est les moins de 15 000. Donc c'est des gens qui sont dans un autre rayon. On peut parler, il n'est pas idiot de parler de la guerre entre le groupe Auchan et le groupe Casino ou Carrefour ou je sais pas quoi quand on parle des grands groupes, mais là nous parlons de retail, on parle des petites structures. Et nous parlons de petites structures qui souvent ont relativement peu d'agents spécialisés, mais parfois certains en tirent légitimement ou pas, mais une certaine gloire en disant regardez, moi j'ai des faibles coûts. Hein. Donc les grands groupes démontré, et c'est les chiffres qui sont là. Maintenant, il arrive parfois que les grands groupes disent oui, mais les petits entretiennent moins. Bon, faut voir ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est comme les débats sur la taille des régies et leur efficacité. Il y a chacun a sa religion là-dessus, mais en fait, il y a surtout beaucoup de différences d'un territoire à l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que les structures de petite taille, elles ne sont pas les structures qui se sentent menacées par CDC Habitat ou autres, mais en revanche, il y a peut-être la possibilité au contraire de faire du partenariat avec eux, des actionnariats, ou de les faire rentrer. Mais ces petites sociétés ont souvent des problèmes de ressources humaines, de faire évoluer leurs agents, d'avoir des agents spécialisés, notamment quand ceux-ci plafonnent. Et là, parfois, une taille suffisante pour emprunter à des taux corrects. Et donc là, au minimum, si vous voulez, au début, avant la loi, le projet de loi Elan, il était à un moment donné, il y a eu la crainte qu'on ait l'obligation de faire 15 000 par une structure unique, point. C'est ça. C'était ce qu'on pensait au départ. Voilà. Et donc là, réellement, soit les gros bouffent les petits, soit des petits se marient entre eux. La possibilité aujourd'hui, on n'a pas de schéma conduisant à des contraintes. L'État pourra bloquer beaucoup de montages, mais ne sera pas en situation de les imposer, contrairement à ce qui s'est passé lors du regroupement des intercos, en application de la loi de 2010, de la loi de 2014 et de la loi de 2015. Donc, à partir de là, il faut une sorte de neutralité bienveillante de l'État et des schémas un peu acquis par tâtonnements successifs de regroupement. Donc du coup, non, on n'est plus dans les gros qui bouffent les petits. En revanche, il y a vraiment intérêt à essayer de bâtir des choses intelligentes. Il y a aussi beaucoup de sociétés dont nous parlons qui, encore une fois, sont éloignées du contrôle de la collectivité actionnaire ou à laquelle on est rattaché, qui est perçue à tort ou à raison comme un bastion intouchable par les services des grandes communautés ou des grandes villes, à tort ou à raison, bien évidemment, et comme étant peu contrôlées. Il y a beaucoup de collectivités qui ont conscience que ces structures doivent être autonomes dans leur gestion, efficaces, professionnelles, mais qui envisagent à l'occasion de ces restructurations de renforcer un reporting a posteriori, mais un reporting, un flicage opérationnel, mais un flicage. Je pense qu'il y a une autre crainte de la part des collectivités, ça va être de savoir si leurs relations, et notamment pour les services vraiment très opérationnels, vont être plus simplifiées ou plus difficiles avec ces fusions en fait de bailleurs. Alors, Eric Landau l'a dit, hein, la fusion c'est un peu le caractère ultime du rapprochement. Il y a quand même des options plus souples à travers les sociétés de coordination qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois qu'on a dit ça, ça dépend ce qu'on met dedans. Donc, de toute façon, il est un peu difficile de répondre à la question. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'est pas sur un modèle imposé de fusion obligatoire. C'est ce qui vient d'être dit. C'est qu'on a plusieurs échelles de rapprochement. Et c'est justement bien là-dessus qu'il faut faire ce travail de réflexion préalable pour trouver le modèle le plus adapté à sa situation, à son environnement, aux souhaits des élus, aux nécessités locales, à tout ce que l'on veut. Et donc après, les relations, elles ne seront pas plus dures. Encore une fois, ça dépend ce que l'on met dans cette mutualisation. Et si c'est bien fait, ça veut dire qu'on est censé y retrouver quelque chose de positif, qui est d'ailleurs pas forcément la même chose pour tout le monde. Parce que quand on mutualise, on apporte tous quelque chose, mais on ne vient pas en retirer nécessairement la même chose. Donc c'est ce travail-là d'analyse qu'il faut faire, mais les relations n'ont pas vocation à être nécessairement plus difficiles. Si demain on fait une fusion bête et méchante, ou fusion par cette espèce de système de holding, ou un truc compliqué avec une SCI, mais franchement, est-ce que du coup la SCI vaudra 15 000 ou est-ce que... Bon.
alors dans ces cas la question ne se pose pas, j'ai une structure unique, mais à ce moment-là il y aura quand même un débat orga et RH interne pour aboutir à des choses opérationnelles. Si on est sur un modèle de société de coordination, évidemment qu'on a les avantages et les inconvénients de la mutualisation. Il y a les avantages, c'est on fait du sur-mesure. Si quelqu'un veut quelque chose d'un peu différent, un peu plus, par exemple, tel ou tel niveau différent d'assistance à maîtrise d'œuvre et de contrôle d'opération, telle gestion un peu différente dans des suivis et recouvrement de loyer, etc. Très bien, il paye en plus et il a un service différent. Enfin, voilà. Mais du coup, on a le risque de faire du compliqué ou de perdre en coordination. Si ces problématiques sont posées là, maintenant, en 2018, et qu'on se donne un an pour le faire, il y aura le mouvement classique consistant à permettre de faire du sur-mesure. Et quand en général on fait du sur-mesure, les dirigeants et les élus viennent voir des gens comme nous en leur disant « Maître, je veux un truc simple. » Oui, bien sûr. Puis après, on arrive à identifier 5-10 domaines où les gens veulent du sur-mesure. Et à la fin, c'est le deuxième temps de la valse, on risque de faire du sur-mesure, mais au point de faire une usine à gaz. Et le troisième temps de la valse, c'est on se repose, ça prend du temps. Et on dit, bon voilà, on a fait du sur-mesure dans tel et tel et tel domaine, mais aussi parce que chacun se méfie de l'autre, en réalité. Et maintenant, ne gardons le sur-mesure que dans les 2-3 domaines où c'est justifié, pour le reste, à l'aboutissement des choses simples. Et chacun aura sa solution. Ça nécessite du temps d'accouchement progressif, de consensus. Avec des missions qui, si elles sont faites sur 3 mois, sont trop courtes pour que ceci soit fait, et si elles se font sur 1 an et demi, c'est trop long et à la fin ça fatigue tout le monde et le projet prend des allures de serpent de mer. Donc il y a tout un art et un calibrage de ce genre de choses. Si en revanche les gens s'y prennent trop tard et tout est fait en 3 mois, ça sera à la hache. Point. Alors si on fait à la hache mais que c'est une fusion, bah, c'est pas grave, on fait une structure, d'un point de vue de l'organigramme et du fonctionnement, on reste à peu près sur une compilation de l'existant et dans un second temps, la structure se réorganisera. Si on est sur une société de coordination, c'est dès le pacte initial qu'il faut au moins avoir fait une grande partie du boulot. Ça change le timing. Dernière chose, ce ne sont pas que des inquiétudes ou des lourdeurs à craindre. Pour un certain nombre de gens qui sont des financiers, des juristes, des ingénieurs, des conducteurs de travaux, etc., ce peuvent être, ça dépend après des métiers qui sont développés dans la société, ce peuvent être aussi des opportunités d'évolution de carrière. Hein, ne l'oublions pas. Le nombre de gens qui sont réticents et inquiets et qui ensuite comprennent que, bah non, ça va être une évolution de carrière dans une structure super, c'est des choses qui existent aussi. Ok. Alors après, on a des questions qui sont beaucoup plus dans l'aspect très pragmatique du logement social. Et on s'éloigne un peu de cette question de fusion et de bailleurs. Alors, je vous lis la question. Ma question porte sur les logements HLM. La loi Elan permet de rediscuter tous les 6 ans l'attribution d'un logement si la situation du locataire a évolué, départ des enfants, etc. Je souhaiterais savoir concrètement comment cela se passe. Est-ce que cette rediscussion a lieu à l'initiative du bailleur seulement, du locataire et du bailleur? Dans quelle instance? La commission d'attribution logement? Certainement. Est-ce que ça va augmenter le nombre de cales? Sans doute. Si oui, est-ce que cela ne risque pas d'augmenter? Enfin, voilà, donc, avant qu'Eric réponde à ce que je suis bien incapable de faire, faut se méfier parce que la loi Elan, il y a 50 thèmes. Ouais. Donc, faut peut-être cadrer notre sujet parce que sinon on va parler aménagement, on va parler de. Tu sais que tu es en train de sauver du ridicule. Non, mais je sais pas. Si. Tu sais que tu sais à peu près tout faire, donc j'avais pas. Non, mais il y a. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire dans le texte initial. On va se refaire une séance. On était à l'origine évidemment du bailleur parce que c'est pas le preneur à bail qui va dire coucou, je suis plus éligible ou faut application loyer. Bon. Deuxième chose, c'est quand même comme on a des éléments de revenus à prendre en compte pour l'application aujourd'hui de la tarification, c'est des choses qui peuvent être quand même assez automatisées. Comment ça se passe concrètement? Je sais que le texte a changé à l'Assemblée là-dessus. J'ai eu déjà bien du mal à suivre l'évolution du texte sur les aspects d'évolution des structures de logement social. Je n'ai pas regardé, j'ai regardé le texte, mais pas au point de m'en souvenir là du tac au tac, je vais vous dire des bêtises. Voilà. De mémoire, ça ne faisait pas intervenir les commissions d'attribution, mais je dis ça de mémoire, c'est à vérifier. Et encore une fois, on va vous dire des bêtises, on est sur des domaines extrêmement techniques. C'est central, hein, de toute façon. Et accessoirement, je vais même vous dire,
pour un éditeur, je prépare un bouquin sur la loi Elan dans son entier cet été. Et ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais c'est mon très grand âge qui me conduit à ce genre d'enseignement. C'est que à chaque fois que j'ai eu des bouquins à écrire sur des nouvelles lois, parfois le fait d'être au courant de tous les débats parlementaires m'a nui quand je rédigeais le bouquin, parce que je finissais par me souvenir de détails intermédiaires qui étaient oubliés. Je les recherchais pendant des heures dans la loi alors qu'ils avaient sauté. Donc, je suis maintenant, quand j'ai un projet de loi dans le domaine que je suis de très près, je suis les détails de l'évolution parlementaire, mais avec un petit détachement quand même, pour pouvoir à la fin me focaliser sur le texte définitif. Parce que sinon on se fait plaisir, mais on finit par se brouiller l'esprit. Vraiment. Et je dis ça en partie pour masquer le fait que je ne sais pas bien répondre, mais c'est légitime que je ne sache pas bien répondre intégralement à l'intégralité aujourd'hui. Voilà. Je me posais des questions comme elles arrivent. Je ne sais pas si les collectivités ont d'autres questions à poser. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. De toute façon, sur ces sujets-là, il faut déjà attendre que le texte soit achevé. Je sais pas quel est exactement le timing. Je sais pas si tu le connais. Avec ça va passer au cœur de l'été au Sénat. Il y aura un succès ou un échec d'une commission mixte paritaire, je suppose, en août ou en septembre. Mais le calendrier parlementaire aujourd'hui est difficile à estimer. Il est possible que le gouvernement lâche un petit peu de lest quand même. C'est pas un sujet sur lequel il sera facile. C'est un sujet sur lequel même des amendements de la majorité sont pas passés. Ça fait beaucoup de tension. Donc le gouvernement va faire examiner ça, sauf s'il lâche des trucs, en commission mixte paritaire à un moment où il sera sûr de tenir sa majorité. Voilà. Et puis comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, la mère des batailles, elle a déjà eu lieu. C'était la loi de finances de l'année dernière sur les modifications du financement. Donc en fait, il y avait une chose sur laquelle il fallait peut-être se battre. Moi, j'ai un certain nombre de mes clients qui sont allés manifester devant des préfectures, donc ça, peut-être qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent. Donc ça, c'était très très violent. Après, là, on est déjà dans le deuxième volet qui est de toute façon un peu incontournable. Donc encore une fois, pour le sujet qui nous importe cet après-midi, parce qu'encore une fois, les thèmes de la loi sont vastes. Et pour les sujets qui nous préoccupent, de toute façon, on sera pas très très loin. On est sans doute pas très loin de la vérité. Mais on retrouve ce qu'on trouve dans d'autres sujets financiers que tu suis et nous dans une moindre mesure. C'est-à-dire, on gèle les dépenses des collectivités par la contractualisation, mais on fait quelques grands projets d'investissement et on facilite l'investissement. Sous-entendu, non, tu n'auras pas de sous facilement, mais si tu investis ou si tu fais telle chose dans le sens qu'on te demande, alors là je t'aide. Là, j'assèche le financement un petit peu du logement social, mais j'aide à l'investissement. Sous-entendu, tu auras des sous que si tu construis, comme on dit, mais par contre à ce moment-là, je te facilite la construction. Et vous retrouvez ça dans un certain nombre d'autres secteurs. Et sur les réformes sur les agences de l'eau qu'on ignore encore, il est possible que l'on aille effectivement vers des choses qui ressembleraient à ça, vers une sorte de taxe d'aménagement bis qui financerait un certain nombre d'activités. Le problème, c'est du coup que faire. Les questions que se posent nos clients sont les suivantes. Est-ce que j'attends la loi ou est-ce que je lance des études maintenant? Il n'y a pas de bonne réponse, mais si on pense que tout le monde du logement social aura beaucoup de choses à faire en peu de temps, et si on pense qu'on ne réussira pas à mobiliser les élus à partir de mi-2019 ou fin 2019 là-dessus, parce qu'il y a 2020 quand même, ça veut dire que c'est peut-être pas idiot de réfléchir à des scénarios maintenant. Oui, mais est-ce qu'on fait un audit technique en parallèle? Oui, pourquoi pas. Mais si on fait un audit intégral et sans concession, on se rassure tous au niveau financier, mais on commence la démarche d'accouchement de consensus en donnant des bons points et des mauvais points à des gens qui, évidemment, sont tous fiers de la qualité de leur parc. Donc, si il n'est pas idiot peut-être de commencer par un petit audit, mais par sondage, vous voyez, comme première démarche. Et ensuite, si on va vers des scénarios de type société uniquement à une échelle, si vous voulez, de coordination, de mise en commun de certaines choses, finalement, il n'y a peut-être pas besoin de faire un audit complet.
Alors que si on est certain d'aller vers des fusions, on peut faire un audit complet, mais peut-être que dans ce cas-là, on peut faire une fusion, on fait une valorisation, et on affinera les éléments, notamment de cession d'actifs ou de mutualisation, par des sommes bloquées ou autres, ou un protocole transactionnel ou un pacte d'actionnaires, enfin bref, quand on aura fini, si vous voulez, un audit post-adoption des comptes de résultats de l'exercice pendant lequel on a fait cette opération ou autre opération. Donc vous voyez, l'audit technique s'impose plus ou moins selon ce que l'on met en commun, selon le scénario que l'on a. Il faut faire attention à ne vexer personne, mais si on va vers des scénarios très intégrés, il est possible d'agir en plusieurs temps, ce qui est peut-être mieux pour l'accouchement de consensus. Sauf si on est sur des territoires hyper contrôlés, avec des gros services, pour lesquels il y a déjà de toute manière des missions d'audit régulières et d'audit technique, et auquel cas tout ce que je dis là a beaucoup moins de portée, bien évidemment. Mais auquel cas, il n'y a peut-être pas besoin de faire un audit technique dans le cadre de la fusion, tout simplement. Donc, vous voyez, un timing, moi je recommanderais, là, en 2018, peut-être des premières petites missions, toutes gentilles, de début d'accouchement de consensus, avec soit une autre mission après, soit une tranche conditionnelle, mais vous ne fermissez que s'il y en a besoin, condition, c'est fin scénario. En tout cas, ce que je déconseille, et que nous voyons pourtant beaucoup en ce moment, c'est des missions de rapprochement entre trois structures de logement social. On veut un prix forfaitaire, y compris la mise en exercice et la mise en œuvre du scénario retenu. Ah ben oui, mais la méthodologie comme le scénario retenu, si c'est une société de coordination, si c'est une fusion, si c'est une cession d'actifs et tout, pour des gens comme nous, c'est un rapport de 1 à 4 dans le volume de boulot. Donc le prix forfaitaire, c'est nécessairement un petit peu pifométrique. Voire, ça peut dissuader de répondre, en tout cas pour les gens sérieux. J'attire votre attention là-dessus. Ou alors, vous faites différents scénarios dans votre cahier des charges, ou alors, vous dites que les scénarios opérationnels, ce sera quand on aura passé une première mission de début d'accouchement de consensus pour identifier des scénarios qui seront approfondis ensuite. En l'état, en 2018, ça peut être une hypothèse de travail entre territoires où tous les possibles sont encore ouverts et où on se tâtonne et où on ne se connaît pas très 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 bien, par exemple. Ce qui est souvent le cas quand même. Ou alors, on a des scénarios de regroupement et dans ce cas-là, c'est clair. C'est pas la coordination, c'est demain de la fusion avec tel ou tel, ou des scénarios très intégrés. SCI commune, par exemple, pour porter le patrimoine. Ok. Bon, il n'y a pas d'autres questions, je pense. Très bien. Il nous reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.